Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série sur le contrôle coercitif, basée sur la recherche, nous avons abordé les notions de droit, de santé de l'adulte et de l'enfant, les violences économiques, les aspects sociologiques du contrôle coercitif couvrant les tactiques des auteurs, ainsi que leurs mécanismes d'occultation en justice, l'enjeu des enfants victimes en justice, les défis de la parentalité, la clinique du lien, pour finir par un état des lieux législatif du contrôle coercitif avec le professeur Yvonne Muller. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder une question: qu'est-ce que l'emprise et quelle différence existe-t-il entre le contrôle coercitif et l'emprise? Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous partager le témoignage du docteur Marie-France Irigoyen. Le docteur Irigoyen est psychiatre, psychanalyste et victimologue. Elle est à l'origine de la définition du harcèlement moral sur lequel elle a travaillé depuis les années 70. Elle a suivi ainsi l'évolution de la société, couvrant tout d'abord les violences psychologiques et le harcèlement moral dans son livre Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, puis l'emprise au niveau du couple dans son livre Femmes sous emprise, pour finir par les séparations avec les enfants dans son dernier livre Séparation avec enfants, conflits, violences et manipulation. Pour rappel, le contrôle coercitif est une notion juridique. Il met l'accent sur l'auteur, tandis que l'emprise désigne un état psychologique de la victime et met le focus sur la victime. Découvrez donc dans ce podcast ce qu'est l'emprise et les différents types d'emprise, les mécanismes de mise en place de l'emprise, les profils des auteurs et des victimes. Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il de l'enfant dans un contexte d'emprise et quelles sont les solutions? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour docteur Irigoyen et merci pour votre présence à ce podcast. Dans cette série sur le contrôle coercitif, nous avons abordé les différents types de violences, mais il est un élément dont il convient de parler, qui est l'emprise. Et il m'a semblé essentiel de prendre attache avec vous pour pouvoir évoquer ce sujet, étant donné votre expertise sur les violences psychologiques et l'emprise. Alors pour commencer, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est à partir de vos connaissances et vos travaux, de nous dire qu'est-ce que l'emprise? L'emprise, se caractérise par une influence morale ou intellectuelle qu'a un instigateur sur une personne qui est ciblée et qui ne perçoit ni les manœuvres, ni les intentions de l'abuseur. C'est-à-dire que si une personne prend conscience que l'autre la domine ou cherche à la contrôler, c'est qu'elle garde suffisamment d'esprit critique et donc ce n'est pas de l'emprise. Il m'est arrivé de recevoir des personnes venant me dire, d'une façon un peu arrogante: «Je suis sous emprise». Eh bien, on peut dire qu'une personne qui vient pour et qui vous dit ça, elle n'est pas sous emprise. Parce que la difficulté qu'il y a à repérer ce qu'est l'emprise, c'est qu'une personne sous emprise affirme que son acceptation de la situation est totalement volontaire et qu'elle n'est absolument pas soumise à quoi que ce soit. Alors, il faut aussi préciser une autre chose, on ne devrait pas parler de l'emprise dans l'absolu, mais d'une relation d'emprise parce que ça se passe entre un instigateur et une personne ciblée et les 2 participent, c'est-à-dire les 2 sont partie prenante de cette relation qui est une relation pathologique. Ensuite, il faut avoir en tête où commence l'emprise. Moi, j'ai été frappée quand j'ai fait des interventions à l'étranger en anglais. Il n'y a pas de mot en anglais pour traduire emprise. Mmh. On parle influence ou on parle de control ou de domination. On peut dire aussi hold on. Mais le terme emprise n'existe pas. Or, il y a une différence, me semble-t-il, entre l'influence et l'emprise, qui est d'une part dans l'intention de l'abuseur
mais aussi dans le consentement ou non de la personne ciblée. Au fond, l'emprise, c'est une influence abusive qui devient problématique si l'abuseur est mal intentionné. Mais dans une emprise, la personne ciblée n'est pas en état de se défendre ou même pas en état de consentir ou de ne pas consentir. C'est là où la notion de consentement est difficile. Ce sont des discussions qu'on avait eues lors du Grenelle sur la violence faite aux femmes. Moi, j'étais dans deux groupes, le groupe famille et le groupe emprise. Et au fond, on défendait l'idée que l'emprise, à un certain moment, la question du consentement ne se pose pas puisque la personne est tellement sous emprise qu'elle adhère à tout ce qu'on lui dit. Alors, il me semble aussi qu'il y a un autre problème, c'est qu'actuellement, depuis la loi du 30 juillet 2020 qui a introduit ce terme dans le droit pénal et civil pour protéger les victimes de violences conjugales, les avocats et les magistrats utilisent ce terme de façon habituelle puisque une médiation est contre-indiquée quand il y a emprise. Mm. Mais cette notion est souvent, me semble-t-il, à tort, assimilée au contrôle coercitif. Si l'emprise est une forme extrême de relation inégalitaire, toute relation inégalitaire ne constitue pas une violence. Il y a des cas de violence conjugale grave où les femmes ont peur, mais où il n'y a pas emprise. C'est d'ailleurs parce qu'elles ont peur qu'elles vont être amenées à chercher de l'aide et à se protéger. Par contre, quand une femme n'a même plus peur, alors que nous, les intervenants extérieurs, on s'inquiète pour elle, c'est beaucoup plus inquiétant car ça peut être que l'emprise a rendu les femmes passives ou résignées et qu'elles ont même renoncé à se défendre. Est-ce que ça peut être aussi qu'elles ont tellement peur qu'elles sont paralysées? Oui, mais il y a des femmes qui ont conscience qu'elles ont peur Mmh. et qui le disent, sauf qu'elles ne savent pas forcément comment se protéger et c'est là où nous avons un rôle important de les guider et de les accompagner. La problématique des femmes sous emprise, j'ai le souvenir, par exemple, d'une femme qui n'a jamais été battue, il n'y a jamais eu de violence physique et qui me décrivait un quotidien absolument terrible où son compagnon la dénigrait en permanence, la réveillait la nuit pour savoir à quoi elle pensait. Parce que si elle rêvait à quelqu'un d'autre, il fallait l'empêcher de dormir. Cette femme était absolument terrorisée, épuisée. Il avait un comportement extrêmement violent vis-à-vis des enfants aussi, pareil. Rien n'était ostensible, mais cette femme n'avait pas conscience que cet homme était extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, ça s'est mal terminé puisque elle avait peur de le quitter parce qu'elle avait peur qu'il se venge sur les enfants et effectivement, quand elle a commencé à parler qu'elle pourrait se séparer, ce qu'il a fait était bien pire puisqu'il s'est suicidé devant les enfants Mmh. en disant aux enfants: «Eh bien, c'est de la faute de votre mère et vous allez voir comment votre mère est, quelqu'un d'absolument épouvantable» et cetera. Cette femme, je l'ai plus revue après. Elle était complètement terrorisée. Elle n'avait pas les moyens du tout de se défendre et à l'époque, si j'avais pu faire un signalement, Mmh. mais à l'époque, on ne pouvait pas. Si j'avais pu faire un signalement, c'est certain que je l'aurais fait. J'avais très peur pour elle. J'avais peur qu'il la tue, mais j'avais peur aussi qu'il fasse, je ne sais quoi sur les enfants. D'accord, très clair, merci. Pour reprendre vos points, dans l'emprise, il y a la question de la victime n'a pas conscience. On parle de relation avant tout, donc il y a 2 personnes, 2 parties prenantes, un auteur, une victime. Vous posiez la question de où commence l'emprise, avec le parallèle avec les pays anglo-saxons et dans l'emprise, il y a cette notion de la victime adhère à tout et enfin, c'est une forme extrême
de relations inégalitaires. Au-delà de ces éléments, vous évoquez qu'il existe deux sortes d'emprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, il y a deux sortes d'emprise. Une emprise à prédominance de domination qui est souvent confondue avec le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est un mode de relation où l'un exerce un pouvoir totalitaire sur l'autre, l'isole, contrôle ses choix, ses décisions et amène à une soumission. C'est une forme de violence qui est pas toujours, facile à repérer, surtout si celui qui exerce ce contrôle se montre, charmant et à l'extérieur et se pose en victime. Mais alors que la notion d'emprise décrit l'effet sur la victime, c'est-à-dire son état de sujétion mentale, le contrôle coercitif décrit les actes de l'agresseur qui vont viser à créer cet effet. Donc, pour moi, la notion de contrôle coercitif a surtout un intérêt juridique parce que ça permet de mieux cerner la dynamique de l'agresseur pour mieux ensuite le sanctionner. Ça met en lumière des signaux qui peuvent paraître faibles pris séparément, c'est comme du harcèlement, hein. Pris séparément, ce sont des tout petits actes, mais qui, par leur répétition, ça devient une violence. Mais ça permet aussi, la notion de contrôle coercitif, de repérer ce qu'une femme s'est abstenue de faire parce qu'elle avait peur des réactions du conjoint. Donc, au fond, ce sont des comportements qui souvent n'apparaissent violents que quand la femme sort de l'emprise et quand elle a l'intention de partir. C'est là où, on le sait, il peut y avoir passage à la violence physique et même à un féminicide. C'est donc un comportement beaucoup plus de domination. À côté de ça, il y a aussi une forme d'emprise à prédominance d'influence. Dans ce cas, la manipulation est destinée à tromper et à exploiter l'autre pour satisfaire son narcissisme. Ce sont ces abuseurs, généralement assez pervers, qui vont non seulement berner la cible, mais aussi l'entourage. Ce Mmh. sont ceux qui sont manipulateurs avec les intervenants. Surtout s'ils sont intelligents, ils vont savoir se mettre les intervenants dans la poche et ils vont prendre un bon avocat et ils vont se défendre et la victime, aura bien du mal. Souvent, ils vont renverser les choses en montrant que c'est elle le problème, parce qu'elle est folle et cetera. Donc leur, méthode, c'est avant tout la séduction, la culpabilisation et le chantage. Ce sont les mêmes qui sont des grands arnaqueurs, mais quand on est victime de ce type d'emprise, ces personnes sont fascinées, subjuguées et souvent passionnées. Alors, effectivement, ce type d'emprise, on le voit beaucoup plus dans les sectes, mais dans les couples, on voit ça très fréquemment. Et dans ce cas, je disais au départ qu'une personne sous emprise n'a pas conscience qu'elle est sous emprise, mais dans le contrôle coercitif, la personne a conscience qu'il y a une inégalité de rapport et que l'autre est dominant. Dans ce type d'emprise, il n'y a pas cette conscience-là et les victimes nous décrivent souvent un vécu d'étrangeté et de confusion. Les auteurs de ce type d'emprise, de fonctionnement, sont en général des auteurs dans le registre, soit des personnalités narcissiques, mais parfois des pervers narcissiques, parfois avec des traits pervers, sans être pour autant structurellement pervers. Bien sûr, il peut y avoir des auteurs de ce type de violence qui utilisent un peu les 2 registres. Donc, pour reprendre ce que vous disiez, il y a deux sortes d'emprise. L'emprise à prédominance de domination, qu'il faut distinguer du contrôle coercitif, et l'emprise à prédominance d'influence, où là, l'idée, c'est l'un exploite l'autre pour satisfaire son propre narcissisme. Et on est dans une méthode qui sert la séduction, la culpabilisation et le chantage. Et la victime n'est pas consciente de ce qu'il joue. Très bien. Du coup, elle n'est pas consciente et elle est prise, comme vous disiez, dans ce système où elle ressent de la confusion, de l'étrangeté,
pour reprendre vos propos. Alors, comment se mettent en place ces mécanismes d'emprise, s'il vous plaît? La mise sous emprise, c'est un mécanisme très stéréotypé. On peut le décrire vraiment étape par étape et c'est quelque chose qui se met en place progressivement, justement à travers ces différentes étapes. Au tout départ, il y a la rencontre entre un abuseur potentiel et une victime potentielle. L'abuseur va repérer la faille dans laquelle il va s'infiltrer et il s'agit en général d'une faille narcissique des 2 côtés. Il s'agit d'une, faille narcissique de la victime potentielle qui va faire écho à la faille narcissique de l'abuseur. Pour les victimes, c'est souvent leur manque de confiance en elles, leur vide intérieur, mais surtout leur manque de limites. Souvent quelque chose qui est lié à quelque chose qui a été vécu dans leur histoire, dans leur enfance. Au fond, ce sont des personnes qui ne sentent en guère la frontière entre elles et les autres. On peut empiéter sur leur territoire, psychique. On peut y aller parce qu'elles vont pas repérer les limites de ce qui est normal ou pas normal, à quel moment on est dans l'abus. Alors, la rencontre entre un auteur et sa victime se fait d'abord par la séduction, encore plus dans le deuxième type d'emprise. Au fond, c'est le miroir aux alouettes. On brille pour attirer l'autre et l'abuseur va s'adapter aux attentes de sa victime. En général, très souvent dans un couple, la rencontre va se faire dans le registre des belles paroles, des promesses. Les victimes sont souvent des personnes qui ont besoin d'être rassurées sur leurs compétences, rassurées sur ce qu'elles sont. Elles ont besoin d'être protégées et l'abuseur va promettre une protection parce qu'il va se montrer dominant. Il va promettre: «Avec moi, tu ne risques rien». Mmh. Voilà. «Avec moi, tu seras protégée». Et ensuite, tous les différentes façons de fonctionner, ça sera à partir de cette asymétrie qui va s'installer de cette façon. Ensuite apparaît, mais c'est comme dans toutes les violences, un isolement, Oui. c'est-à-dire isoler la personne pour qu'elle ne puisse pas trop bien se défendre et c'est une façon de mieux la contrôler. On va l'isoler de son réseau d'appartenance, de ses amis, de sa famille, mais beaucoup plus en la manipulant pour que ça vienne d'elle. Oui. C'est-à-dire en médisant sur les amis, tu sais qu'ils ont dit du mal de toi, «Oh bah, ta famille, ils s'occupent pas vraiment de toi, ils sont pas vraiment, attentifs», et à partir de là, c'est la personne elle-même qui va s'isoler et ensuite par exemple, on peut l'amener aussi à cesser son travail ou à ne pas postuler pour un poste important, en l'amenant à penser qu'elle n'est pas capable et du coup, comme elle n'est pas capable d'y arriver, c'est elle qui va dire: «Non, non, mais je préfère ne pas le faire». Après, on pourra dire: «Mais c'est toi qui n'as pas voulu, travailler, c'est toi qui n'as pas voulu, c'est toi qui as fait cela» et donc on inverse les choses. Ensuite, dans le procédé, il y a un procédé qu'on appellerait un procédé d'aliénation qui se fait par plusieurs étapes. Une étape d'effraction, puis de captation et ensuite de programmation. L'effraction, c'est quoi? C'est envahir la personne de sa présence, s'imposer à l'autre en appelant en permanence, en faisant du harcèlement verbal, en posant des questions sans arrêt. Alors, c'est la même chose que l'on a dans tous les processus d'abus de faiblesse, par exemple, abus de faiblesse sur personnes âgées, où on est là, on se montre protecteur et on est tout le temps là et au fond, comme on est tout le temps là, on paraît ça paraît la personne être la personne la plus protectrice Mmh. puisque je suis là. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui est toujours en train de m'appeler pour savoir si je vais bien. Alors, à un moment, dans le couple, les femmes peuvent dire: «Mais il me téléphone, même quand je suis au travail, il veut savoir à quelle heure je quitte mon travail, à combien de temps je vais mettre pour rentrer». À un moment, ça peut paraître un peu trop,
mais très souvent, c'est interprété comme étant quelque chose de rassurant. D'ailleurs, ce qu'ils disent en général, je dis ça parce que je m'inquiète pour toi. Hmm. Et au fond, la personne finit par céder quand son psychisme est saturé par ces pressions psychologiques. Alors, ça me donne l'occasion de parler du suicide forcé. Le suicide forcé, qu'est-ce que c'est? Le suicide forcé, c'est quand une personne a reçu tellement de messages dénigrants, dévalorisants, empiétant sur son psychisme, qu'au bout d'un moment, elle va finir par incorporer cette idée qu'elle ne vaut rien, qu'elle ferait mieux de se foutre en l'air, qu'elle ne s'en sortira jamais. J'ai eu une patiente, son compagnon lui disait en permanence à quel point elle était nulle, elle était moche, elle était bonne à rien, qu'elle arriverait jamais à rien, qu'elle ratait tout, même ses enfants voulaient plus d'elle. Personne ne voulait d'elle, heureusement qu'il était là et il lui disait: «Bah, tu ferais mieux de te foutre en l'air» et ce qu'elle m'a dit à un moment, c'est qu'elle a vraiment failli passer par la fenêtre parce qu'elle était persuadée qu'il avait raison. Donc le suicide forcé, c'est une réalité qui, jusqu'à il y a pas longtemps, n'était pas prise en compte et qui est certainement encore maintenant minimisée. C'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et donc on est dans la phase effraction là, c'est ça, hein, toujours? Oui. Où, l'auteur, envahit, la personne de sa présence jusqu'à la dénigrer, ce qui peut, pousser au suicide forcé. Ça fait partie, de cette phase-là, l'effraction. Et ensuite, il y a une phase de captation du psychisme de l'autre qui consiste à infiltrer une réalité faussée. Alors là, on est déjà dans ce qui se passait avec cette patiente dont je Oui, parlais. Tu es tellement nul que tu ferais mieux de te foutre en l'air. Au fond, arriver à suggérer à la personne n'importe quoi, mais cette suggestion l'emporte sur la réalité. C'est ce que Racamier, qui parlait des pervers narcissiques, avait appelé le décervelage. mmh, C'est-à-dire quand on est à un moment où on finit par croire, n'importe quoi, tout ce que on vous amène à penser. C'est ce que dans mon livre sur Femmes sous emprise, j'avais appelé la communication perverse, c'est-à-dire on vous dit une chose et on vous dit une autre. On vous donne des bribes de messages et vous interprétez ce qui a été dit. C'est un peu ce qu'on tente à appeler maintenant le gaslighting, oui. c'est-à-dire on vous brouille les idées au point que vous ne savez plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai et au fond, au bout d'un moment, ça n'a plus d'importance et vous adhérez à tout ce qui vous est dit parce que c'est un peu comme si ça amène une sorte d'épuisement psychique qui empêche de penser. Et il faut pas oublier qu'en même temps, ces abuseurs se servent beaucoup d'une alternance d'écoute bienveillante et de menaces et de punitions. Oui. C'est-à-dire, il y a des messages inquiétants qui amène soit un renforcement intermittent et aléatoire de menaces ou de réassurance. Ce qui fait que on aimerait bien sortir des moments de lucidité pour amener à en sortir de cette relation, mais on ne peut pas en sortir vraiment parce que quand on sera prêt à en sortir, il va y avoir un message rassurant, bienveillant qui va faire qu'on va y croire encore. Parce Mmh. que c'est une croyance au fond, c'est pas basé sur une réalité et ensuite on induit des comportements et la personne va se conformer à ce que l'autre, va lui dire de faire et puis ça peut l'amener à prendre des décisions qu'elle va regretter ou qui soient contraires à ses intérêts. Elle va adhérer au discours de l'abuseur. Et là, excusez-moi, est-ce qu'on est déjà dans la partie programmation ou on est On est toujours dans déjà dans la partie oui, programmation, oui. ouais, c'est ça, Parce d'accord. que tout ça, ça se fait plus ou moins en même temps, Mmh. suivant l'abuseur, suivant la typologie de l'abuseur, ça c'est un peu entremêlé, mais il faut aussi avoir en tête que ça amène une dépendance. Mmh. Parce que l'alternance de bienveillance et de menace
va amener la personne victime à être accro à la relation. Donc, c'est cette alternance de chaud, de froid, de bienveillance, de menace. Vous parliez donc, dans cette partie captation de la suggestion, des bribes de messages, donc le flou, le gaslighting, donc on brouille les idées, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. La conséquence, c'est l'épuisement psychique qui empêche de penser, donc ce qui amène derrière à l'induction de comportement et donc, cette fameuse programmation. Très clair, merci beaucoup. Alors, un point sur lequel je veux bien revenir, si vous êtes d'accord, c'est que vous évoquiez donc les failles de la victime. Est-ce qu'on pourrait également parler des failles narcissiques des auteurs, ou des abuseurs, s'il vous plaît? Absolument. La personne qui exerce une emprise cherche à lutter contre des angoisses de perte et a surtout besoin de se protéger narcissiquement. C'est pour ça qu'elle a besoin de rabaisser l'autre pour mieux se rehausser. Et surtout, elle a besoin d'éviter de se confronter à son vide intérieur. Ce qu'on ne veut pas voir en soi, on le projette sur l'autre. Ce sont des personnes qui veulent échapper à toute souffrance. C'est leur impuissance qui se retourne en toute puissance. C'est parce qu'ils sont impuissants qu'ils se montrent tout-puissants. Donc, ce sont leurs failles narcissiques, leur fragilité qui les amènent à vouloir contrôler et dominer leur compagne. En même temps, alors que ces femmes se mettent avec des hommes qu'elles aimeraient protecteurs, en fait, ces hommes attendent de leur compagne, comme un enfant peut attendre d'une mère, ils attendent qu'elle allège leurs tensions, qu'elle soulage leurs angoisses. Et parce qu'elles n'y réussissent pas à les soulager, elles apparaissent comme des ennemis et elles sont tenues comme responsables de tout ce qui ne va pas. De tout ce qui se passe. Mmh. Ces hommes, alors ça dépend aussi de leur structure, psychique, mais la plupart craignent d'être envahis par une angoisse d'anéantissement et leur passage à l'acte violent agissent chez eux comme une protection de leur intégrité psychique. Le contrôle sur l'autre, à l'extérieur, vient suppléer leur manque de contrôle interne. Tous ces hommes-là, alors je parle des hommes, ça peut arriver que ce soit des femmes, hein, mais majoritairement, et malheureusement les statistiques le confirment, sont plutôt des hommes. Et ces hommes-là ont tendance à minimiser, ils se déresponsabilisent en permanence. Et donc ils projettent sur l'autre tout ce qu'ils ne veulent pas voir en eux. Ils fonctionnent avec ces mécanismes de déni, de clivage et de projection. La projection, c'est donc projeter sur l'autre tout ce qu'on n'a pas envie de voir. En même temps, la plupart de ces hommes, on parle des femmes qui ont du mal à être abandonnées, qui ont du mal à quitter leur partenaire, mais en fait, dans la réalité, ce sont plutôt les hommes qui ont une peur d'être abandonnés. Toute situation qui évoque une séparation suscite chez eux des sentiments de peur et de colère. Et la violence, je l'ai dit, a pour but de reprendre le contrôle sur la partenaire. Certains vont alterner des moments où ils vont essayer de se faire pardonner et d'appuyer sur les comportements réparateurs de leurs victimes, mais au fond, beaucoup d'hommes ont du mal à trouver la bonne distance dans la relation aux autres. Ils sont un peu, et c'est là toute leur problématique infantile, ils sont un petit peu comme dans une recherche de fusion, comme un nourrisson avec sa mère. Pour eux, toute altérité, toute prise d'autonomie de leur compagne est vécue comme une menace. Vous évoquiez dans l'exemple de tout à l'heure un cas d'emprise d'une femme et de risque, voire de danger sur les enfants. Anatio pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il, s'il vous plaît, de l'enfant et l'emprise? D'abord, il faut savoir qu'une relation d'emprise n'est jamais isolée. Une relation d'emprise diffuse dans tout l'environnement. La famille peut être embarquée. Il faut faire attention, les intervenants peuvent être embarqués eux-mêmes et prendre parti. Mais on parle rarement de la suggestion psychologique à enfant. Or, si une femme
peut-être victime d'emprise de la part de son partenaire, pourquoi un enfant qui est par essence une personne vulnérable ne pourrait pas l'être? Au fond, il est facile de manipuler un enfant parce que sa personnalité n'est pas encore affirmée, son esprit critique n'est pas encore formé et surtout les enfants sont dépendants sur le plan psychologique, dépendants d'un adulte en particulier si c'est une figure d'attachement. Chez les enfants, l'emprise peut se mettre de façon indirectement, lorsque, l'autre parent est lui-même sous emprise. Si la mère est sous emprise, les enfants peuvent être également embarqués aussi. Mais l'emprise peut se mettre aussi en place directement lorsque l'abuseur utilise la dépendance affective normale d'un enfant pour lui imposer des comportements ou ses propres convictions. Donc, un enfant qui a envie d'être aimé, qui veut être aimé d'un parent, forcément n'est pas libre, il est dépendant de ses parents. Je me suis intéressée à ce sujet parce que, à un moment où, les séparations se sont simplifiées et que de plus en plus se pose la question du lieu, soit de l'autorité parentale conjointe qui est automatique, mais soit du lieu de résidence de l'enfant, soit la résidence partagée, soit une résidence aménagée, un droit de visite, élargi par exemple. Et il y a de plus en plus de conflits qui concernent le mode de garde. Lorsque il y a un désaccord sur le mode de garde des enfants, on voit assez fréquemment un parent, quelquefois c'est les 2 en même temps, qui sont tellement submergés par leurs émotions liées à la séparation, ils peuvent avoir la tentation de mettre la pression sur un enfant et de l'instrumentaliser afin de paraître le meilleur parent et de l'éloigner de l'autre parent. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'est pas évident pour des professionnels, pour des intervenants extérieurs, de repérer où est le comportement problématique d'un parent. Essayer de repérer le glissement d'un comportement normal. Après une séparation, on est forcément bouleversé et on peut déraper, s'énerver, être, pas tout à fait, juste, par rapport à celui qu'on vient de quitter ou qui vient de vous quitter. Ça, on est dans le normal, mais on peut aller aussi vers des comportements toxiques, c'est-à-dire l'instrumentalisation d'un enfant pour l'éloigner de l'autre parent. Le normal, c'est, des mères qui disent, «Oui, il s'est jamais occupé des enfants quand on était ensemble, alors maintenant il voudrait, les avoir, plus souvent et il demande une, résidence alternée». Bon, ça c'est banal. Ou un père qui dira, «Non, non, mais elle réclame les enfants, elle veut pas d'une résidence partagée, c'est parce qu'elle veut une pension alimentaire». Là, on est dans les comportements, j'allais dire de parents perturbés par la séparation et qui auraient besoin d'être accompagnés, éduqués, je dirais, pour les aider à mieux protéger les enfants. Mais il peut y avoir aussi des comportements très clairement pathologiques et toxiques. Oui, et si je peux me permettre, vous évoquez, dans votre livre «Séparation avec enfant» qu'au-delà des coups et des violences sexuelles, la violence, c'est aussi l'indifférence, le dénigrement, le rejet affectif, le contrôle excessif, l'isolement, les menaces et pourtant ces parents dénigrants, négligents, rejetants n'hésitent pas à réclamer un accès égal à leur progéniture. Je reprends vos propos, en Ouais. fait. Et donc, c'est peut-être, ce que vous vouliez évoquer dans cette idée de comportement, pathologique? Oui, il y a effectivement des parents qui peuvent, à ce moment-là, avoir des comportements nocifs pour l'enfant, qui constituent une violence à enfant. J'avais parlé à propos des femmes, des 2 sortes d'emprise. L'une dans le registre du contrôle coercitif et l'autre dans le registre de la séduction et de la manipulation. Et on retrouve cette même distinction en ce qui concerne les enfants. Quand il y a du contrôle coercitif,
Dans le couple, au moment de la séparation, le contrôle coercitif peut s'exercer sur l'autre parent avec un retentissement sur l'enfant. C'est-à-dire, ces parents-là ne vont pas respecter les accords de garde, ils vont utiliser chaque occasion pour affirmer leur contrôle. Ils vont dénigrer l'autre parent devant l'enfant, recourir au chantage et aux menaces et trouver différents moyens pour ne pas payer la pension alimentaire, etc. Le contrôle coercitif sur l'enfant entraîne une soumission contrainte où l'enfant agit pour éviter les représailles plutôt que par conviction ou adhésion. Ce qui est intéressant, c'est que, si je peux me permettre, je voudrais citer une étude qui Oui. avait été menée par des chercheuses du Royaume-Uni et de Finlande sur l'impact sur les enfants du contrôle coercitif par des figures paternelles après la séparation des parents. Donc, pour maintenir le contrôle et punir leur ex-partenaire après la séparation, ces agresseurs manipulent à la fois les enfants et les professionnels. Donc, ces chercheuses distinguent trois profils de figures paternelles. Le premier, c'est la paternité dangereuse. Ce sont des pères visiblement violents et intrusifs, menaçants et imprévisibles, très inquiétants pour l'enfant parce qu'ils exercent du harcèlement sur leur ex-femme et indirectement sur les enfants. Ce sont des pères qui sont visiblement inquiétants, souvent du registre psychopathe ou borderline. Ok. Une autre catégorie de figures paternelles problématiques, c'est la paternité omniprésente. Ce sont des hommes qui surveillent leur ex, la suivent dans la rue, sur les réseaux sociaux, ils pratiquent ce qu'on appelle le stalking Mm. ou le harcèlement par intrusion. Et face à cette omniprésence du père, les enfants tentent à se réfugier auprès de leur mère, qu'ils ne veulent plus quitter, ce qui les amène à restreindre leurs activités et leurs relations extérieures et à devenir fusionnels avec la mère. Mais ici, ils sont fusionnels avec la mère. Ce n'est pas parce que la mère impose ça, c'est parce que les enfants essaient d'échapper à Surveillance. l'omniprésence du père. Mm. Donc ces pères-là sont plutôt dans un profil trouble de la personnalité paranoïaque. Troisième profil de figure paternelle, c'est ce qu'elles appellent la paternité admirable. Ce sont ces pères extrêmement manipulateurs qui utilisent avec les enfants les mêmes tactiques qu'avec leur ex-partenaire. En particulier, ils menacent de se suicider si on veut les quitter. Et face aux intervenants et aux enfants, ils se posent en victimes, ils médisent sur leur ex, ils la font passer pour l'agresseur, c'est elle qui est responsable. Et dès qu'il n'y a pas de témoin, ils reprennent le harcèlement sur la femme. D'autres parents admirables achètent la confiance de l'enfant avec des cadeaux et de l'argent pour soutirer des informations. Et ils s'exposent sur les réseaux sociaux comme victimes et ils justifient leur comportement par leur amour et leur volonté de protéger l'enfant. Il n'y a que moi qui sais te protéger, l'enfant est en danger avec la mère. Alors, ces parents manipulateurs utilisent l'enfant pour satisfaire leur narcissisme et, comme on le disait tout à l'heure, leur méthode, c'est la séduction, la culpabilisation et le chantage. Sauf que le problème de ces enfants victimes de ce type d'emprise, ces enfants sont fascinés, subjugués et voire fanatiques de ce père. Alors, bien sûr, ces parents-là ont le plus souvent des traits de personnalité narcissiques ou pervers. Toute la difficulté vient que, dans la mesure où cette emprise-là ne s'établit pas par la force, mais par la persuasion, les agissements ne sont pas perçus comme tels par les intervenants. Ça n'apparaît pas comme de la violence. Et ce sont pourtant ces parents qui peuvent manipuler l'enfant pour l'amener à s'éloigner de l'autre parent, par exemple, ou avoir un comportement
agressif vis-à-vis de l'autre parent. Dans ces différentes formes d'emprise, le résultat est le même, c'est-à-dire que l'enfant perd son espace psychique propre, il ne pense plus par lui-même, mais à travers le prisme du parent dominateur. Alors, il y a des parents qui peuvent manipuler l'enfant consciemment d'une façon très stratégique, mais le plus souvent, ce sont des processus inconscients qui sont liées aux angoisses liées à la séparation. Et au fond, l'enfant n'est qu'une victime collatérale des violences post-séparation. Moi, c'est ce que je tente à appeler du harcèlement par procuration. En général, on pourrait les repérer avant la séparation, beaucoup plus tôt, parce que ça se met en place souvent avant par du chantage. Si tu me quittes, tu n'auras pas les enfants. Si tu me kiffes, tu vas voir ce qui va se passer. Tu paieras la facture par le fait que ce seront les enfants qui finalement vont payer cette facture. C'est ce qu'on commence à prendre en compte en parlant de violence vicariante. Tout à fait. Parce que l'enfant est un outil utilisé pour poursuivre la violence après la séparation. Alors, là, j'ai parlé des pères violents, mais il me semble important de dire que l'instrumentalisation des enfants lors des séparations n'est pas genrée. Elle peut être exercée aussi bien par un père que par une mère. J'en ai plusieurs cas actuellement dans ma clientèle de couples homosexuels où justement la manipulation peut être encore plus forte parce qu'il peut y avoir du chantage à la révélation, toutes ces choses-là. Quand ce sont les pères qui exercent cette pression sur l'enfant, c'est très clairement la suite du contrôle coercitif. Prendre l'enfant à la mère en le montant contre elle est une façon de perpétuer la violence. Donc l'enfant n'a pas tellement le choix que de s'aligner sur le père. Et on voit des enfants qui vont du côté du plus fort, en quelque sorte. Parce que c'est les enfants n'ont pas le choix, ils sauvent leur peau, en C'est quelque ça. sorte. Mm. Le contrôle coercitif exercé par les mères est le même que le contrôle coercitif exercé par des pères très manipulateurs. Et c'est beaucoup plus difficile à repérer parce qu'il est beaucoup plus subtil. On est à ce moment-là dans ce que Alice Miller avait qualifié d'abus narcissique, c'est-à-dire de formation d'un couple avec exclusion d'un tiers. Donc on exclut l'autre parent. Dans ce cas-là, il existe une confusion des places qui peut aboutir à un déni de l'altérité de l'enfant. Si un parent est trop dépendant de la présence de l'enfant, cet enfant peut se retrouver parentalisé et développer une sensibilité exacerbée aux besoins de ce parent. On connaît des jeunes filles, des ados qui sont devenues, après la séparation, sont devenues la petite femme à la maison, s'occupent de tout, gèrent les frères et sœurs. Et ce sont des enfants qui ont perçu l'effondrement psychique majeur de leurs parents et qui tentent inconsciemment de réparer cette brèche. Et c'est pas le rôle d'un enfant et c'est très grave pour le devenir de ces enfants qui sont, dans ce cas-là, utilisés. Oui, donc vous évoquez donc l'impact psychique pour le développement de l'enfant et cette idée peut-être qui avait été évoquée dans, un précédent podcast, avec Karen Sadlier, qui est finalement qu'il est dans un conflit de protection, cet Absolument. enfant. Il cherche à protéger et quel parent il doit protéger? Est-ce que c'est plutôt le parent, manipulateur? Est-ce que c'est la victime? Et il cherche à protéger avant tout. Oui, et c'est pas le rôle de l'enfant de Et c'est pas le rôle protéger de le l'enfant. parent, encore moins l'abuseur, mais même le parent victime, c'est pas le rôle de l'enfant de le protéger.
Voilà, et dans tous les cas, ce que vous disiez, donc en effet en Espagne, on l'avait évoqué dans le podcast avec Francisca Toledo, où on parlait des violences vicariantes, une violence qui peut être exercée sur l'enfant pour atteindre l'autre parent. Vous évoquez dans votre livre le rapport du professeur Henrion, où la violence, c'est la violence dont l'enfant est témoin. Donc, quand vous disiez s'il y a emprise sur le parent, bah, indirectement, il peut y avoir sur l'enfant ou directement victime. Et puis, on a la Convention d'Istanbul d'avril 2011, où l'exposition des enfants à la violence domestique en fait des victimes à part entière. Donc, dans tous les cas, c'est une violence pour l'enfant, c'est une maltraitance pour l'enfant. Il y avait un autre élément peut-être aussi pour permettre de distinguer, parce qu'un point que vous évoquez qui est très important, c'est la difficulté des intervenants à déterminer où est l'emprise. Et donc, dans le précédent podcast avec Madame Sablier, ce qui était évoqué, c'est la notion de peur, en fait. S'il y a de la peur d'un parent et la peur d'un enfant, ça peut être un élément de critère, en fait. Et c'est au-delà de la garde, la résidence, d'aller chercher peut-être la question, non pas du lien, mais du type d'attachement. Et ce que la Belgique fait bien avec la clinique du lien. Je suis peut-être déjà sur les solutions. Est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur les solutions? Puisqu'on parlait de l'emprise, il me semble qu'il faut avoir en tête que la difficulté pour sortir de l'emprise, c'est-à-dire la déprise, ça prend du temps. Et on a décrit tout à l'heure les processus de mise sous emprise, mais pour sortir de l'emprise, il y a aussi des étapes. La première étape, c'est de se remettre à penser, à remettre en place son esprit critique. Il faut à un moment prendre le temps d'analyser la situation et d'essayer de voir comment on s'est laissé prendre pour ensuite se repositionner en tant que sujet. Et ça peut prendre du temps. Plus l'emprise a duré longtemps et plus ça prend du temps pour en sortir. En ce qui concerne les enfants, je travaille sur le sujet de violences faites aux femmes depuis, en gros, les années 70-80, depuis très longtemps. Et j'ai vu qu'il y a eu de grands progrès dans la prise en charge des victimes, en particulier avec l'ordonnance de protection, les bracelets anti-rapprochement, etc. Mais ce que je constate, on confond encore trop conflit, et Oui. en particulier conflit de séparation, et violence. C'est pour ça que dans mon livre, j'avais bien insisté sur le fait qu'il y a la violence réactionnelle, impulsive de quelqu'un qui peut se remettre en question, mais il y a aussi une violence, beaucoup plus, structurelle et bien plus ancienne. Un jour, j'ai entendu une, capitaine de gendarmerie s'occupant des violences qui m'avait dit: «Quand j'envoie une équipe, sur place dans une famille où il y a de la violence, je leur dis: "Vous ne me ramenez pas une photo, je veux un film". C'est-à-dire je veux savoir pas simplement ce qui s'est passé à l'instant T, je veux savoir comment c'était avant, Mm. comment était la relation, est-ce que c'était devant les enfants ou pas? Mais les enfants, quand ils sont dans la pièce à côté, c'est quand même devant les enfants. Mm. Je crois qu'il faut absolument que la prise en charge soit beaucoup plus globale. En ce qui concerne les enfants, très clairement, moi, ce que je vois, c'est que dans les séparations avec «violence» entre guillemets, c'est-à-dire on n'analyse pas forcément le type de violence, mais on parle un peu trop et ça ce sont plutôt les magistrats qui font ça, ils parlent de conflit parental, mais l'enfant est souvent oublié là-dedans Mm. et on ne se préoccupe des enfants que quand il y a violence physique et que là, ils ont été témoins. Ou bien on se préoccupe des enfants quand ils commencent à présenter des symptômes. Il y a eu un énorme progrès avec la notion des pôles vifs violence intrafamiliale, mais je pense qu'il faudrait
une analyse systémique de la situation, avec toute la dynamique familiale. Reprendre le film à l'envers pour essayer de voir ce qu'il y en est. Il est clair que dans un conflit de séparation, quel que soit le degré, quand les parents sont dans ce conflit de séparation, les enfants sont forcément témoins d'un Mmh. certain nombre de choses. Et là, il faudrait pouvoir accompagner la famille. Ce qui est vraiment, me semble-t-il, quelque chose qui n'est pas encore au point suffisamment en France, où la justice est lente et où quand il y a des procédures qui font suite à d'autres procédures, tout ça, l'un fait appel, l'autre, ça peut prendre des années et ce qu'on ne prend pas suffisamment en compte, c'est que pendant ce temps-là, les enfants Mmh. grandissent. Tout à fait et sont en souffrance et donc du coup, quand vous dites, accompagner la famille, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Accompagner la famille, d'abord, quand il y a des situations qui ne sont pas claires, il faudrait d'emblée qu'il y ait un accompagnement proposé. Alors, c'est toute la difficulté quand il y a emprise, il n'y a pas de médiation possible, mais il peut y avoir d'autres formes d'intervention. Je sais que Karen Sallier, par exemple, propose des tas de solutions parce que dans d'autres pays, on fait de l'intervention précoce Oui, et je pense que en France, on n'en est pas tout à fait là. On commence à y réfléchir, mais je crois qu'il faudrait accélérer les procédures pour que, justement les enfants ne soient pas confrontés à tous ces choix. Alors une chose est bien, c'est que maintenant les enfants sont entendus par le juge, mais ça peut être exploité de façon négative par un parent. Il y a des parents qui peuvent tout à fait dire: «Tu diras au juge que». Donc, je crois qu'il faudrait mettre en place, un accueil, beaucoup plus précoce et pluridisciplinaire. Parce que là, pour le moment, on a le juridique d'un côté et les psys de l'autre. Il faudrait trouver un moyen, mettre en place des solutions qui permettent d'accompagner réellement. tout à fait. Dans les solutions qui avaient pu être évoquées avec madame Sadlier, il y avait la question d'évaluer la maltraitance de l'enfant, évaluer le psychotrauma, évaluer le type d'attachement, et la question n'était pas tant une question de lien, mais quel est le type d'attachement avec, ce besoin fondamental de l'enfant de sécurité. La question des tierces personnes, quelle parentalité, la clinique du lien en Belgique, le suivi thérapeutique, bien sûr, et vous évoquez la question de l'audition de l'enfant. Alors, si je peux me permettre, oui, ils peuvent être entendus par les juges. Il y a de l'audition qui se développe par des auditeurs qui sont formés et qui sont formés de manière pluridisciplinaire, donc formés à l'écoute, à la psychologie de l'enfant, au psychotrauma, pour, répondre à cette question de quel est le besoin de l'enfant? Qu'est-ce qu'il a à dire? Lui redonner une place de sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a actuellement quelques bonnes idées concernant ce que pourrait être amélioré. Toute la difficulté, c'est qu'il y a pas assez de professionnels. Oui, Il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez, même de greffiers, pour que les jugements soient rendus rapidement. Il n'y a surtout pas assez de professionnels de santé. Il n'y a pas assez d'experts, il n'y a pas assez de travailleurs sociaux. Et parce qu'ils sont peu nombreux, tous ne sont pas suffisamment formés parce qu'ils n'ont pas le temps d'être formés. Je crois qu'il y a énormément à faire mmh, et ça serait un bon investissement parce que tout ce qui n'est pas réglé au moment des séparations, ces enfants qui sont malmenés lors des séparations parentales, sont aussi des enfants traumatisés qui pourront reproduire de la violence par la suite ou présenter des symptômes du stress post-traumatique ou d'autres symptômes, ou même de la violence. Donc je crois que c'est un investissement sur l'avenir. au-delà de ces éléments, auriez-vous un mot de la fin, s'il vous plaît? En relisant les différents livres que j'ai écrits, depuis le premier sur le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, bien sûr Femmes sous emprise et le dernier, j'ai toujours
dans mes conclusions, parler des enfants. La vraie prévention des violences, de toutes les violences, ça doit se faire au niveau des enfants. Parce que si on ne veut pas que s'installent des comportements violents, il faut intervenir de façon précoce. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, je termine par cette phrase de Victor Hugo: «L'enfant doit être notre souci et savez-vous pourquoi? Savez-vous son vrai nom? L'enfant s'appelle l'avenir». Et j'avais été frappée d'entendre cette phrase de Victor Hugo que je ne connaissais pas, lue par des ados, des jeunes ados, dans un concours, d'éloquence, et une jeune fille avait cité cette phrase de Victor Hugo, et je crois que c'est vraiment là. Quel que soit le type de violence, il faut intervenir le plus précocement. On commence simplement à parler depuis peu du harcèlement scolaire. Mais beaucoup de ces auteurs de violence ont vécu de la violence. Alors certains à l'école, d'autres dans leur famille, et je crois que si déjà on fait de l'éducation au respect de l'autre, apprendre à repérer à quel moment le comportement de l'autre me pose problème et oser le dire. Apprendre aux enfants à dire: «Là, ton comportement ne me convient pas». Mais aussi apprendre aux enfants à s'interroger sur leur propre comportement. «J'ai dit ça, mais vraiment, j'aurais pas dû». Apprendre à se remettre en question. Peut-être au niveau des familles, on pourrait le faire, mais au niveau des écoles, certainement. J'ai eu l'occasion de rencontrer au Québec un conseiller en prévention de la violence. C'était un homme merveilleux qui allait dans les écoles, et tous les âges, toutes les écoles depuis la maternelle jusqu'en terminale, et il proposait des jeux de rôle pour apprendre à repérer ce qui convient, ce qui convient pas, où est la limite de ce qu'on peut accepter d'un comportement de l'autre. Je crois que, on se plaint des chiffres de violence où les hommes sont très souvent pointés comme étant, plus souvent violents, et ça, c'est malheureusement une réalité. Mais comment on peut changer les hommes? Pour ça, je crois qu'il y a des jeunes hommes très impliqués dans l'éducation de leurs enfants, des petits. Et je crois qu'amener les hommes à s'occuper des bébés, des petits, ça peut les amener à développer de la tendresse, développer de l'attention à l'autre. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment faire une prévention réellement globale, Mmh. et non pas rajouter des sanctions de plus, où c'est bien que les auteurs de violences soient sanctionnés, mais il faut aussi trouver le moyen de permettre plus de liens Du lien et de la et de prévention la prévention. et très en amont. Parfait. Merci beaucoup pour cet échange et votre expertise sur ce sujet de l'emprise. Merci. Merci au docteur Marie-France Irigoyen pour cette interview et son expertise sur le sujet de l'emprise. N'hésitez pas à découvrir son livre Séparation avec enfants, conflits, violences et manipulation. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez retrouver le podcast Anasio sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. À bientôt!